Bonjour à tous, je suis Lucille Julien et je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode d'un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Enjeu crucial dans la marche en avant d'une entreprise, le dialogue social n'est cependant pas toujours un long fleuve tranquille. Entre professionnels RH parfois désabusés et élus du personnel ne se sentant pas considérés, il arrive que les relations soient tendues et que les discussions restent bloquées. Nous accueillons aujourd'hui Delphine Villaume, consultante spécialisée dans l'accompagnement du dialogue social en entreprise, avec qui nous allons parcourir les différentes bonnes pratiques pour favoriser des relations saines et constructives entre les différents acteurs du dialogue social. Bonne écoute! Bonjour Delphine. Bonjour et puis merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté. On est ravis de vous recevoir sur ce podcast dans le deuxième épisode. Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors oui, je suis Delphine Villaume, je suis juriste de formation et je travaille depuis maintenant un peu plus de 10 ans dans le domaine des relations sociales. Donc aujourd'hui, je suis consultante en diagnostic social dans un cabinet d'expertise auprès des CSE. Donc, dans les grandes lignes, pour vous décrire le rôle d'un expert, c'est d'accompagner le CSE dans 2 grands types de situations. Donc la 1re, c'est l'accompagnement dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les consultations qu'on appelle aussi récurrentes, et c'est le cas notamment de la politique sociale et c'est une consultation sur laquelle, j'interviens principalement. Donc concrètement, comment ça se passe? On est d'abord désigné par le CSE. Après, on prend, contact avec leur direction pour recueillir toutes les informations nécessaires à la conduite de notre mission et notre mission se termine par la présentation de nos analyses, de nos conclusions et de nos préconisations s'il y en a, à l'occasion d'une réunion avec le CSE. Et sur le deuxième type de situation, c'est l'accompagnement dans le cadre de consultations qu'on dit là ponctuelles, donc des situations qui sont ponctuelles. Et c'est le cas notamment d'un projet qui est, malheureusement d'actualité en ce moment, qui est le projet de licenciement pour motif économique. C'est un sujet, qui concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui et dans ce cadre, on peut, notamment accompagner, le CSE, dans le cadre d'un diagnostic, mais on peut aussi être désigné par le CSE pour accompagner les organisations syndicales et dans ce cadre-là, on va faire de la préparation et de l'aide à la négociation. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la place des élus et quelle est la place des RH dans la prise de décision justement? Pour savoir à peu près, comment ils peuvent se positionner chacun? Alors, oui, dans la prise de décision, je dirais qu'il y a 2 grands cas de figure. Donc le premier que tout le monde a en tête, c'est la négociation collective. Elle fait intervenir à la fois les organisations syndicales et la direction. C'est pour ainsi dire la création de droit au niveau de l'entreprise, donc le droit qui va s'appliquer localement et forcément sans négociation réussie, pas d'accord. Et le deuxième cas de figure, c'est la consultation du CSE sur un projet mis en place par l'entreprise. Si là, le CSE émet un avis défavorable, ça n'empêche pas la mise en place du projet, mais ça signifie tout de même que derrière, il n'y a pas d'adhésion du collectif représenté par le CSE. Donc c'est un signe important et c'est quand même un point important dans la prise de décision, même si, encore une fois, ça n'empêche pas, la mise en place du projet. Et vous, du coup, en tant que cabinet, conseil, acteur, conseil justement, d'un point de vue extérieur, quels sont les principaux points de friction que vous rencontrez entre les élus du et les RH? On va déjà commencer par les RH pour que ce soit plus simple. Alors, ce qu'on peut entendre du côté RH, c'est souvent que les élus sont perçus comme un frein à la mise en place de projets. Il y a là aussi 2 cas de figure. Soit, les RH n'arrivent pas à parvenir à un accord avec leurs organisations syndicales, soit parce que lors d'une consultation du CSE, le CSE émet un avis avec de nombreuses réserves. Donc là, les RH identifient vraiment leurs élus comme un frein et ça peut être en fonction des tensions, ça peut aller sur plusieurs sujets. Le sujet qui vient en tête, naturellement, c'est celui des accords de performance collective, mais parce qu'il touche des sujets, sensibles, il peut soulever de nombreux désaccords. Mais ce ressenti de voir ces élus comme un frein, ça peut aussi se voir dans des projets,
aux enjeux sociaux moins importants. Ça peut être un déménagement qui accompagne un accroissement de l'effectif, donc c'est plutôt une situation bonne dans l'entreprise, mais s'il y a des tensions, on peut là aussi avoir de grosses difficultés à parvenir à un accord. Ah oui, d'accord. Et du coup, t'es élu? Alors du côté élu, ça peut être lié dans les causes en tout cas, mais ce qu'on relève du côté élu, c'est souvent une impression de pas être entendu par les autres interlocuteurs RH, de pas être compris. Parfois aussi, ça peut aller jusqu'à une impression que leurs interlocuteurs ne sont animés que par des logiques purement financières. Et parallèlement à cette impression, parfois il y a un sentiment de manque de légitimité qui s'exprime en fonction des sujets abordés, puisque c'est des profils très hétérogènes chez les élus. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être la cause de ces principales difficultés du côté RH? Alors côté RH, je dirais qu'il y a plusieurs causes à l'origine de ces difficultés. Malheureusement, une qui revient assez souvent, que j'ai pu constater, c'est une forme de sous-estimation des élus. C'est de soit, du côté RH, on sous-estime leur capacité de compréhension en fonction de la complexité des sujets, soit on sous-estime leur connaissance du terrain. Je peux vous donner un exemple que j'ai rencontré, donc c'était dans le cadre d'une négociation du contenu d'un accord de PSE. Et les élus faisaient remonter dans le cadre d'une réunion qu'un manager avait averti des salariés de son équipe qu'ils allaient être touchés par un licenciement. On n'en était pas du tout à ce stade-là au niveau des réunions et du projet, on en était encore à définir les catégories professionnelles, donc il n'y avait pas de désignation de salariés, il n'y avait pas d'application des critères d'ordre, donc il s'agissait clairement d'une Oula. erreur. Et là, la direction a répondu spontanément: «Non, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été dit dans une réunion d'équipe». Et le souci de ce genre de réponse, qu'il y avait plusieurs élus qui avaient remonté cette difficulté, qui leur avait été eux-mêmes, dit, de la part de plusieurs salariés, c'est sous-estimer le niveau d'information des élus et leur capacité à vérifier ce que, leur interlocuteur avance. Des erreurs peuvent être faites des 2 côtés, c'est important pour moi de les reconnaître parce qu'il était tout à fait possible de dire à la direction: «Ça n'aurait pas dû être communiqué comme ça, on aurait dû mieux communiquer auprès des managers, on va leur faire des rappels, on va rassurer les salariés qui ont entendu ça». C'était possible de dire ça et de dire: «Attention, on est bien d'accord qu'on est qu'au début du projet, que ce n'est qu'un projet». Pour moi, c'est vraiment un meilleur signe à envoyer que de nier. Nier, c'est vraiment, méconnaître, la capacité des élus. Ils ont voulu complètement couper le dialogue, couper la relation en fait. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en disant, «Non, vous n'avez pas entendu ça», c'est vraiment remettre en cause leur capacité à réunir des informations et à pouvoir libérer la parole auprès des salariés. Donc c'est vraiment pas un bon signe à envoyer. Et au-delà de ça, si on sous-estime ces élus, si on sous-estime ces interlocuteurs, dans la négociation, on passe aussi à côté des préoccupations, principales des élus ou de leurs priorités. Et on fait pas l'effort de se mettre à leur place. Et si on fait pas l'effort de se mettre à leur place, derrière, on va avoir, de grandes difficultés pour aborder des sujets de fond. Pour donner un exemple aussi, que j'ai rencontré, c'était dans le cadre d'un projet de déménagement. Donc là, je me souviens bien d'un responsable relations sociales qui avait réussi à obtenir un consensus autour de ses propositions d'accompagnement de déménagement. Il y en avait plusieurs. Et il avait réussi parce qu'il était convaincu par ces mesures. Et il était convaincu par ces mesures, bon, c'était facilité, pour lui parce qu'il était, bénéficiaire d'une partie de ces mesures puisque, il y avait un déménagement du siège social et lui, ça l'amenait à s'éloigner de son lieu de vie et du coup à faire un déménagement, donc à bénéficier d'une partie de ces mesures. Mais je vous donne cet exemple parce que, on voit bien que parce qu'il a réussi à se mettre à leur place, aussi parce qu'il était d'une certaine façon à leur place, il a réussi à être convaincu. Et je pense que c'est vraiment une idée à garder en tête quand on est du côté RH. Même si on n'est pas directement concerné, il faut autant que possible s'imaginer être concerné pour pouvoir être convaincant. Oui, se mettre à la place des autres, et se dire que est-ce que si on avait été, dans leur cas, nous ça nous comment on aurait réagi aussi? Exactement. De toute façon, c'est un peu là aussi la base des relations un petit peu humaines et sociales, c'est chacun se mettre un peu à la place de l'autre pour voir, comment il réagirait dans ce cas-là ou qu'est-ce que ça pourrait lui apporter aussi. Exactement, c'est vraiment une idée à avoir en tête dans n'importe quelle relation, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier dans les relations sociales qui sont plus structurées, plus encadrées par le droit et parfois du coup, un peu plus froides dans leur processus. Et du coup, si on passe de l'autre côté, du miroir, les difficultés du côté élu, qu'est-ce qui pourrait être la cause, selon vous? Enfin, qu'est-ce que vous avez remarqué, souvent? Alors du côté élu, je dirais que
Sur la défiance envers la direction et l'impression de ne pas être compris, elle peut être liée aussi à cette, cause identifiée chez les RH. S'ils ont l'impression d'être sous-estimés, de ne pas être entendus, ils vont aussi avoir une défiance envers leur direction. Donc les 2 s'alimentent pour moi. Et de l'autre côté, pour ce qui est du sentiment de manquer de légitimité sur certains sujets, là, ça peut être lié à un manque d'information, d'une part, et c'est pour ça que pour moi, c'est très important pour les RH, et pour tous les membres de la direction, sur les projets, de partager un maximum d'informations, puisque derrière, des élus bien informés, c'est des élus qui vont se sentir plus légitimes et qui vont davantage oser prendre la parole et émettre un avis. Et ce manque de légitimité, ça peut aussi être comblé par de la formation professionnelle. On pense souvent à la formation initiale en début de mandat, mais je pense qu'elle ne suffit pas dans la plupart du temps. Ça peut être le cas, par exemple, dans l'égalité professionnelle. Ça a beaucoup évolué ces dernières années, avec l'index notamment. Donc ça peut être intéressant qu'une commission soit formée, à ces sujets, même s'ils ont déjà eu une formation initiale. C'est aussi le cas, ça peut être aussi le cas sur des risques psychosociaux, ça peut être le cas sur la formation professionnelle aussi, la commission formation peut être elle-même formée à la formation professionnelle. Donc pour moi, c'est important d'avoir des élus bien informés et bien formés. Est-ce que selon vous, les aspects organisationnels peuvent avoir un impact sur la relation entre les 2 parties? L'organisation des réunions, les emails, tout ce qui englobe cette partie organisationnelle? Complètement. Je pense que c'est même un aspect qui est parfois, sous-estimé. Pour moi, c'est même indispensable d'avoir une bonne organisation pour derrière avoir un bon déroulé au niveau des échanges. Donc, côté RH, on peut déjà préparer les échanges en identifiant plusieurs points, donc bien avant les premières réunions, les objectifs déjà de la réunion, ou de la négociation. Il faut identifier les motivations communes, donc quelles sont les motivations qui sont, présentes à la fois du côté RH et à la fois du côté élu. Parce qu'en plus ces motivations, parce qu'elles sont communes, si elles sont abordées dès le début des réunions, ça permet de créer justement un climat de confiance. Et ce qui est important aussi, c'est d'identifier les solutions qui sont susceptibles de satisfaire les élus et qui peuvent amener à certaines concessions ou compromis. C'est bien de savoir avant ces réunions, du côté RH, si on est en capacité de faire des compromis et jusqu'où. Et c'est aussi pour ça que j'insiste souvent et du côté RH et du côté élu pour l'établissement de l'ordre du jour parce que, en fonction des points abordés et de l'ordre dans lesquels ils sont abordés, on va justement pouvoir générer, ce climat de confiance qui est, utile, aux 2 partenaires sociaux. Et au-delà de cette, organisation donc, qui est sur les échanges, il y a aussi un aspect logistique et là aussi, pour moi, il est pas à sous-estimer parce que le choix de la salle, le confort qu'offre cette salle, le fait qu'il y ait ou non un écran de projection, des ordinateurs, des copies papier pour tout le monde, là aussi, ça crée un environnement plus ou moins, apaisé qui va permettre de favoriser, la négociation. Je me souviens aussi là d'un responsable relations sociales. Il organisait donc des réunions du comité central au niveau du siège, que ça venait de plusieurs sites et ces élus, il les faisait venir, donc plus tôt que la réunion d'après-midi pour pouvoir les réunir autour d'un buffet et il soignait ce buffet parce qu'il nous disait, un bon repas partagé, c'est aussi derrière, une négociation qui est facilitée parce qu'on a pu parler un petit peu en off ensemble, parce qu'on a pu bien manger, parce qu'on a passé un moment, apaisé avant de rentrer dans des sujets qui peuvent être, compliqués et qui peuvent, toucher à des situations économiques pas forcément faciles. Donc c'est là où on voit que le côté logistique n'est pas à sous-estimer. Et puis enfin, je dirais que ce qui est important du côté RH, c'est bien de se dégager un temps suffisant pour les réunions. Parce que, pour certaines réunions, tant que tous les points à l'ordre du jour n'ont pas été épuisés, les réunions peuvent se reporter. Et si les RH, ne consacrent pas assez de temps, enfin n'ont pas prévu assez de temps pour ces réunions parce qu'ils ont d'autres tâches, par ailleurs, le souci c'est que, ils risquent d'être tendus parce que la réunion s'étend et ils risquent de se braquer. Donc là, ça envoie un très, très mauvais signal. Et enfin, du côté, élu, je dirais qu'il faut bien préparer les préparatoires. Donc les préparatoires avant les plénières, certains élus en font pas du tout et pour moi, c'est indispensable de faire des préparatoires ensemble, pour tenter autant que possible et malgré les divergences d'avoir une voie commune. Parce que, voilà, il peut y avoir des profils très hétérogènes, des organisations syndicales différentes, des métiers différents, mais c'est parce qu'ils arrivent ensemble en tant qu'élus à trouver des compromis qu'ils vont réussir,
à en trouver après avec la direction. D'accord. Donc ça pourrait être pas mal de bonnes petites, pratiques, que les RH pourraient se noter, pour les mettre en place pour faciliter ces relations. Et du coup, est-ce que selon vous, il pourrait y avoir d'autres bonnes pratiques que les professionnels RH pourraient mettre en place afin de travailler justement au mieux avec les élus du personnel? Outre, organiser des petits buffets avant ou prendre vraiment le temps, de participer aux réunions, de les préparer ensemble. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, alors, donc il y a cet aspect organisation effectivement à ne pas négliger. Ensuite, le point que j'avais déjà soulevé, c'est de pas sous-estimer ses interlocuteurs, donc ça, c'est très important. Et cet effort, il doit être accompagné d'une écoute qu'on dit active. Donc une écoute active, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne pas avoir les bras croisés ou regarder trop souvent son téléphone. Ça peut paraître évident, mais quand les réunions sont longues, qu'il y a la fatigue, enfin, il peut y avoir plein de raisons légitimes d'être en difficulté, pour écouter, aussi bien du côté RH que côté élu. Mais quand on n'écoute pas pleinement son interlocuteur, il le sent. Donc c'est très important d'avoir une écoute, active. Il faut résister aussi, du côté RH comme du côté élu, à la tentation d'interrompre en cas de désaccord. Chacun aura son temps pour développer ses argumentaires, donc c'est bien de respecter la parole de chacun. En plus, du côté RH, si on montre qu'on a compris, ce que dit son interlocuteur et qu'on l'écoute, ce sera d'autant plus facile de créer du lien et c'est pas parce qu'on comprend qu'on est d'accord. On peut comprendre et ne pas être du même avis. Ça, c'est important aussi de garder en tête. Donc on peut tout à fait laisser, l'élu, proposer une solution, qu'on ne va pas retenir, mais prendre le temps de l'expliquer, après. Un autre point aussi pour moi qui me semble important dans le cadre de cette écoute active, c'est de ne pas orienter les propos des élus parce qu'il faut que ça reste un échange et que ça ne ressemble pas à un interrogatoire. Ce que j'ai pu entendre par exemple, en réunion, donc c'était à l'occasion d'un prestataire informatique qui avait été choisi. Heu, Dans le cadre de ce choix, c'était une ancienne personne de la direction de cette même entreprise, donc les élus étaient un peu inquiets sur le choix du prestataire, sur, l'objectivité qu'avait préparée à ce choix et ce qui avait été répondu, par la direction à ces inquiétudes, c'était: «Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'on ne sait pas choisir un prestataire, qu'on n'est pas honnête». Et je pense que cette réaction, malheureusement a envenimé les choses au lieu de les apaiser parce que, même si, l'élu avait bien des inquiétudes derrière, pour moi, c'est important qu'il se sente libre de les exprimer et c'est justement l'opportunité pour la direction d'y répondre avec des arguments, légitimes. Par exemple, ici, si c'est un prestataire, de dire quel cahier des charges, à quel cahier des charges il répond, quelles sont ses références, auprès d'autres entreprises et surtout que si un élu exprime pas ses doutes, derrière, c'est un collectif de travail qui ne peut pas exprimer ses doutes et c'est une défiance qui peut se généraliser. Et dans le même cadre d'une proposition refusée, il faut autant que possible parler d'une raison légitime. Donc ça peut être, une règle de droit ou une jurisprudence, par exemple. Ça peut enfin, sur certaines propositions, les RH peuvent dire: «Non, c'est pas possible, la jurisprudence ne nous permet pas de mettre en place ce genre de mesures». Ça permet de montrer qu'il y a une règle externe qui ne permet pas, de reprendre cette proposition et que ce n'est pas parce que, elle nous plaît pas en tant qu'RH. Après un autre point que j'ai déjà soulevé, mais sur lequel aussi j'insiste, c'est une bonne formation, tant du côté RH que du côté élu, des salariés bien formés. C'est des salariés qui sont plus en capacité de réagir, d'aller, au fond des sujets et c'est pour moi assez indispensable et parallèlement à la formation, c'est dans le même ordre d'idée, c'est une bonne veille. S'intéresser à ce qui se passe ailleurs, comment les autres entreprises sont parvenues à un accord, qu'est-ce qu'elles ont mis en place. Vous venez d'évoquer l'importance d'une bonne veille, mais où et comment l'effectuer? Alors, une bonne veille, bah, il y a déjà plusieurs aspects. Déjà, l'état du droit. Donc là, ça peut être, sur, enfin, tout le monde a ses petites habitudes. Ça peut être ses sites internet préférés, son édition juridique avec laquelle on est à l'aise. Donc là, l'important avant une réunion, c'est de savoir si l'état du droit n'a pas changé. Qu'est-ce qui régit en termes de contenu, d'accord, dans le code du travail? Qu'est-ce qui s'applique? Quelles sont les mesures supplétives si on n'a pas d'accord? Parce que ça peut aussi, être un objet de motivation. Donc ça, c'est pour, l'aspect, purement juridique. Après sur le contenu des accords, il y a aussi, la Légifrance qui recense une base sur laquelle il y a plusieurs accords. Bon, ils sont bruts. On peut avoir une restitution de ces accords aussi, sur les sites sur lesquels on a l'habitude de faire sa veille. Là aussi, on peut trouver des articles où on peut évoquer des bonnes pratiques. On va avoir des responsables relations sociales qui vont, vous donner, des exemples
de réunions, de méthodes qu'ils ont pu appliquer dans le cadre de leurs négociations. Et un autre aspect aussi qui peut être intéressant si vous avez assez peu accès à des retours sur vos pairs, c'est le co-développement en formation. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Ça se fait autour d'une table avec plusieurs responsables relations sociales et le but, c'est d'échanger sur des problématiques et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Et à l'issue, ça peut être l'occasion de développer son réseau et de retourner vers ses pairs quand on a des questions sur des blocages éventuels, sur des soucis, comment aborder telle ou telle question et comment réussir à convaincre sur des aspects qui sont un peu plus compliqués. Est-ce que vous auriez, d'un point de vue extérieur, du coup, des derniers conseils à donner aux professionnels RH afin d'apaiser la relation et pouvoir ainsi redémarrer un cycle de travail conjoint? Alors en termes d'apaisement des relations, enfin déjà, ça me semble important de garder cet apaisement comme une priorité. C'est indispensable d'avoir des bonnes relations si on veut ensuite négocier, échanger dans de bonnes conditions. Donc il y a 2 grands cas de figure pour moi, en fonction du degré de tension. Le premier cas de figure, c'est si les relations sont fortement conflictuelles. Là, il faut envisager des solutions, plus radicales, soit changer d'interlocuteur un temps. Donc ça peut être compliqué, mais est-ce que, seul le responsable relations sociales, peut présider ou est-ce que ça peut être un autre membre, du service RH? Donc ça peut être important de changer d'interlocuteur pour apaiser les tensions si elles deviennent trop personnelles. Ou ça peut être intéressant aussi de requérir l'aide d'un tiers qui aura un rôle de médiateur. Donc soit quelqu'un vraiment formé à la médiation, donc qui est, une personne extérieure à l'entreprise, soit une personne interne à l'entreprise, mais qui aurait des bonnes relations avec les élus. Donc ça, c'est pour le premier grand cas de figure. Le deuxième, c'est, des tensions plus modérées, c'est un problème d'écoute. Donc là, avec, les conseils que j'ai déjà abordés, je dirais que, la première étape, ça peut être de choisir un thème de négociation amenant à plus de consensus. Ça peut être le cas d'un accord de qualité de vie au travail, par exemple. Et dans ce cas-là, si on démarre une négociation pour apaiser les tensions, il faut être loyal dans sa démarche, il faut prévoir de vraies mesures, de vrais indicateurs, de vrais budgets associés et ça peut permettre d'aborder des sujets, sur lesquels il est possible d'obtenir, sans trop de difficultés l'approbation des élus. Je pense notamment au télétravail ou à la prévention des RPS qui peuvent être, dans un accord de qualité de vie au travail. OK, super, c'est super intéressant. Vous pensez que, quand il y a vraiment une grosse difficulté comme ça qui est rencontrée entre ces 2 parties, elles devraient faire appel à un prestataire externe ou elles pourraient déjà, commencer à travailler en interne pour résoudre ce conflit et apaiser cette relation? Qu'est-ce qui est mieux dans cette situation, en fait? Bah, justement, je pense que ça dépend vraiment du degré de tension. Tant qu'elles sont pas trop graves, tant que le dialogue est pas complètement rompu, je pense que autant que possible, d'essayer de travailler sur des leviers internes. Après, si c'est vraiment pas possible, si c'est extrêmement conflictuel, si on n'arrive pas du tout à échanger dans des conditions normales d'échange et que ça devient, des tensions qui sont quasiment sur l'échelle personnelle. Là, effectivement, ça peut être intéressant de mandater une personne extérieure. Il y a des cabinets qui travaillent sur la médiation en relations sociales, et du coup, leur rôle là, c'est vraiment de faire de la médiation pour rétablir le dialogue. Super, merci beaucoup Delphine. Est-ce qu'avant de finir, on pourrait faire la petite checklist, type d'un RH qui préparait une réunion avec les élus? Par exemple, en tâche numéro 1, travailler l'ordre du jour avec le secrétaire du CSE. Tâche 2, réserver une salle bien équipée. Une petite checklist comme ça qui pourrait se faire, et qui pourrait être utile en fait après pour les RH. Alors oui, une petite checklist, effectivement déjà, bien préparer, le sujet en amont avec, ce que je disais donc identifier, les points de convergence, identifier, les compromis possibles. Donc bien travailler à l'issue, l'ordre du jour. Ensuite, bien organiser, au niveau, matériel et logistique, la salle et ensuite, faut répéter, ce préalable auprès de chaque réunion, parce que chaque réunion peut aborder un sujet, différent. Dans le cadre de négociations, même si, le sujet de fond reste le même, il peut y avoir plusieurs sujets et là, ça peut être intéressant de retravailler à chaque fois ces arguments et ces compromis possibles avant chaque réunion. J'espère qu'avec ça, nos RH et peut-être quelques élus qui pourront nous écouter auront toutes les clés en main afin d'éviter tous ces conflits ou de désamorcer des situations un petit peu tendues. Merci beaucoup Merci à vous, et puis j'espère vous dire à bientôt. avec plaisir.
C'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Merci à Delphine Villaume d'avoir accepté de partager son expérience, qui j'espère vous aidera à votre tour. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.